Salut tout le monde. Merci de vous infliger de faire un peu de machine learning là à cette heure-là. C'est plus l'heure de l'apéro, moi j'ai déjà un petit peu commencé. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'attaque antagoniste, donc adversarial attacks en anglais. Qu'est-ce que c'est une attaque antagoniste? Si je devais faire un parallèle très rapide, ce serait un petit peu l'équivalent de ça pour votre cerveau. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien tourner, tout ça. Ça c'est une image statique, mais c'est une forme d'hallucination, c'est une forme de... voilà, on va donner une entrée à un réseau de neurones, qui est un petit peu similaire à votre cerveau, qui va le rendre un petit peu confus, qui en fait, d'un point de vue parfaitement objectif, n'a rien d'anormal, mais en fait, on voit que ça donne des effets un petit peu bizarres en sortie. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer une attaque antagoniste contre un réseau de neurones, mais le principe est assez similaire. Je m'appelle Mathis Hamel, je suis consultant indépendant, formateur, tout ça. Je suis entraîneur de l'équipe de France de cybersécurité. On va commencer avec la base parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas particulièrement comment ça marche un réseau de neurones dans le fond. On va étudier un réseau de neurones très simple, voire même extrêmement simple. En temps normal, on ne ferait pas cet exemple-là avec du réseau de neurones. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu l'illustration. Ceux qui sont au fond, installez-vous, hein, ça ne me dérange pas du tout. Venez vous asseoir si vous voulez. Donc, un réseau de neurones, c'est un petit peu mystique, on se dit c'est un truc avec des neurones qui sont dans un processeur, je sais pas trop quoi. En fait non, c'est une suite d'addition et de multiplication, pour être voilà, très élémentaire. Un niveau au-dessus, c'est des opérations sur des matrices. Mais voilà, en fait, ça s'appelle comme ça parce que ça simule le fonctionnement du traitement de l'information dans votre cerveau. Les signaux électriques sont en quelque sorte additionnés, multipliés via différents phénomènes neuronaux. Un réseau de neurones, alors ça se représente comme ça souvent. Donc on va avoir plusieurs couches. Donc les couches, c'est des ensembles de nombres qui vont être donc là placés verticalement. On a une couche de 3 neurones à gauche, puis une couche interne à 4 neurones et une couche de sortie qui va être tout à droite, qui va avoir juste un élément ici. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vous donner comme exemple? Donc on va brancher les entrées à gauche et en sortie, on va avoir une sortie. Ça va être des nombres d'un bout à l'autre. Donc par exemple, ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie de faire un classificateur, un réseau de neurones qui va me déterminer si cette couleur-là est jolie. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un marron un peu kaki, pas très beau. On va dire que les couleurs, on va leur associer un score entre 0 et 1. Donc on va passer les valeurs R, G et B, donc des trois composantes rouge, verte et bleue de cette couleur-là. Dans le réseau de neurones, il va faire sa petite tambouille. Et il va nous sortir voilà, 0,179. Si je normalise entre 0 et 1, ça veut dire 17% de beauté, c'est pas très beau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment il est arrivé à ce résultat? On va voir un petit peu comment un réseau de neurones il va calculer ces résultats et après on verra un petit peu comment ça s'entraîne un réseau de neurones. Et de ça, on va déduire certaines propriétés qui vont être présentes dans tous les réseaux de neurones que vous connaissez. Oui, même des chats GPT, des Midjourney, des choses comme ça, des réseaux de neurones extrêmement complexes. Ils vont aussi avoir ces propriétés-là qui vont les rendre vulnérables à certains types d'attaques. Alors, première étape déjà, ces nombres-là, on va les normaliser. Alors ici, je vous le montre de manière très simple, c'est-à-dire que une couleur, c'est encodé entre 0 et 255, une composante. Ici, je vais diviser par 255 pour avoir des nombres flottants entre 0 et 1. Il y a certains réseaux de neurones qui fonctionnent qu'avec des entiers, mais la plupart, c'est avec des nombres à virgule. Donc, j'ai normalisé mes trois valeurs que j'ai en entrée. Comment est-ce que je vais calculer cette valeur-là? Donc les valeurs, elles vont être calculées de gauche à droite, couche par couche. Alors, je vous fais un petit zoom. La fonction de calcul, donc qui va me donner la valeur de sortie output, c'est la petite flèche qui sort à droite, là, qui va aller se brancher ensuite dans cette partie-là. Là. Donc mon output, il vaut, alors ce truc-là, f de bias plus somme sur les i de input i fois weight i. Alors, c'est assez sauvage comme ça, on va vraiment le décomposer, ce truc-là. Il y a de la notation mathématique qui parle certainement à certains d'entre vous, qui peut-être à d'autres ne dit rien. Mais en fait, on va voir comment c'est foutu. Alors, je vous rappelle en entrée, donc, sur la couche précédente, on avait ces trois valeurs-là. Là. 0,290, 0,255, 0,165. C'est les valeurs normalisées de RGB qu'on avait calculées juste avant. Donc ça, c'est les inputs i. Je voulais surligner là sur la formule en dessous. À ça, on va multiplier les poids, donc les weights. Ici, ça va être des poids qui vont être internes au réseau, qui vont être
fixés pendant la phase d'inférence, donc pendant la phase de calcul, mais qu'on va pouvoir modifier pendant la phase d'entraînement, qu'on verra juste après. Donc là, on va considérer que ça, notre réseau est déjà pré-entraîné, et donc il a des valeurs, donc des poids multiplicatifs qui ont cette valeur-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire ce calcul-là, tout simplement. 0,200. Pardon, il se connecte pas au bon Wi-Fi. Bon, c'est pas très grave, je crois que j'ai pas besoin d'internet. Donc, il va nous faire ces calculs-là, donc voilà, ces multiplications. Je vous mets les poids en rouge et les inputs en bleu. À ça, on va ajouter un facteur, ce qu'on appelle le biais. Ça va être un biais de correction, on va dire, si vous le voyez. Ça va être en fait l'ordonnée à l'origine, si on parle en fonction affine. Et donc là, on a déjà quasiment tous les paramètres qui vont nous permettre de faire les calculs. Il y a un paramètre en plus que vous voyez là, qui est f, qu'on n'a pas encore vu, qui arrive pour une raison assez précise. C'est que là, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est une transformation affine. Donc là, c'est une fonction affine. Alors, ici, c'est des fonctions affines. Celles qu'on connaît, généralement, c'est une entrée et une sortie. Ici, ça va être autant de dimensions qu'on veut en entrée, autant de dimensions qu'on veut en sortie. Donc là, à 3 entrées et une sortie. Et donc, cette transformation affine, ce n'est pas un approximateur universel, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir calculer n'importe quelle fonction, répondre à n'importe quelle tâche avec un réseau de neurones si on fait que ça, si on fait que de la transformation affine. Alors à ça, on va rajouter une petite fonction magique qui va s'appeler la fonction de non-linéarité, ou la fonction d'activation parfois. Voilà, donc on peut choisir parmi plein de fonctions, mais voilà, c'est des fonctions qui ne sont pas affines, qui ne sont pas linéaires. Ces fonctions-là, bon, elles ont des petits noms. Ici, on va en choisir une, donc chaque neurone va avoir sa fonction d'activation, c'est choisi selon des trucs que je ne détaillerai pas ici, mais chacune va avoir un petit peu son utilité dans certains cas. Et donc on va passer le résultat là, de cette addition de multiplication dans notre fonction affine, dans notre fonction non affine, pardon. Donc admettons qu'on ait un output qui soit égal à 1 et qu'on passe ça dans la sigmoïde, et ben on va être à peu près là, donc ça va nous renvoyer genre 0,6. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'un réseau de neurones effectue ses calculs. Et là voilà le résultat final, 0,852, c'est ce qui va pouvoir balancer aux neurones de la couche suivante. Voilà. Et donc voilà, une fois qu'on a calculé, les 4 neurones de cette couche-là, on va pouvoir passer aux neurones de la couche suivante. Ici voilà, qui va avoir ses propres poids, etc. Donc qui va nous sortir ici le 0,179 qu'on avait vu juste avant. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait de l'inférence. Donc qu'on fait calculer quelque chose à un réseau de neurones qui est entraîné. Maintenant, comment est-ce qu'on entraîne un réseau de neurones? Initialement, le réseau de neurones, on va l'initialiser avec des poids aléatoires, des biais aléatoires. Et donc, quand on va lui donner une entrée, il va nous renvoyer n'importe quoi. Il va nous renvoyer une valeur qui est complètement à côté de la plaque. Et nous, on va pouvoir jouer sur deux éléments importants qui vont s'appeler les paramètres. Enfin, deux familles d'éléments importants, parce qu'il y en a énormément des paramètres dans un réseau de neurones. C'est les poids et les biais, donc les valeurs rouges et jaunes que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, à travers l'entraînement, donc en montrant plein d'exemples à notre réseau de neurones, c'est comme ça qu'on va lui faire apprendre une classification correcte. Alors qu'est-ce qu'on entend par une classification correcte? Parce qu'ici, je vous disais la beauté des couleurs. La beauté des couleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif. En fait, on va passer par un dataset, donc un ensemble de données. Là, par exemple, je vais dire, bah, c'est moi, je vais prendre 1000 couleurs au hasard dans le catalogue Pantone. Je vais prendre 1000 couleurs au hasard et je vais leur donner un score. L'objectif de mon réseau de neurones, c'est pas qu'il puisse prédire les scores de ces 1000 couleurs-là, c'est qu'il puisse prédire le score de n'importe quelle couleur de la même manière que moi je l'aurais fait. Donc en fait de généraliser, c'est pour ça qu'on appelle généraliser, parce que sinon c'est juste du par cœur et c'est facile, hein, c'est une base de données. Et donc cette généralisation-là, c'est ça qui est compliqué. Et pour ça, on va avoir besoin de donner au réseau de neurones des exemples pour que, à travers en fait, ces calculs-là, ils puissent généraliser. Alors, je prends une deuxième couleur. Alors ici, moi, elle ne rend pas très bien sur mon retour, mais je crois qu'elle est un peu plus jolie chez vous. Là, je vais dire, bah voilà, elle a un score de 94%, moi je la trouve très jolie, où notre panel d'annotateurs humains a trouvé cette couleur en moyenne très jolie. Et donc, on va considérer là qu'on est en phase d'entraînement, donc on n'est pas en phase de calcul. Donc le réseau de neurones va nous renvoyer une valeur qui est potentiellement pas du tout la bonne. Et là, effectivement,
si je fais tourner mon calcul, ça me dit 0,491. Donc c'est beaucoup plus bas que le score d'annotation attendu. Ici, ce que je vais faire du coup, je vais essayer de m'arranger pour faire augmenter cette valeur-là. Donc je vais modifier un petit peu les biais et les poids de mon réseau pour faire augmenter cette valeur-là. Alors on appelle ça la rétropropagation des gradients, la backpropagation en anglais. Comment ça marche? En fait, notre fonction, alors admettons qu'on ait des poids ici, on voit que en entrée ici, on a 0,324 multiplié par 0,622, etc. Donc cette valeur-là, par exemple, si mon objectif est de faire augmenter le 0,491, je ne peux pas agir directement sur cette valeur-là, parce que cette valeur-là, elle est calculée, elle est déduite des valeurs précédentes et des poids précédents. La seule valeur sur laquelle je peux agir pour modifier la résultante correspondant à ce neurone-là, c'est ce 0,622. Et ici, comme c'est une valeur positive et que je veux faire augmenter celle-là, je vais augmenter cette valeur-là. Ici, c'est une valeur négative, donc je vais diminuer cette valeur-là, etc. Et donc, on va les augmenter d'un tout petit peu, ou les diminuer d'un tout petit peu. Vous voyez? C'est pas grand-chose, mais on va le répéter plein de fois. Donc là, ici, sur ma couleur annotée, je passe de 0,49 à 0,51 et quelques. Donc on a un petit peu amélioré ce score-là. Et donc, normalement, si on ne fait pas de surapprentissage, qu'on appelle aussi l'overfitting en anglais, si je ne fais pas de surapprentissage, donc de par cœur des couleurs, en ayant surparamétré mon réseau, eh ben, il a potentiellement des chances de pouvoir généraliser, donc de pouvoir, si je lui montre après une autre couleur, après lui avoir montré un grand nombre de couleurs et qu'il a un score relativement précis, et ben pouvoir, suite à ça, lui faire évaluer le score de n'importe quelle couleur de la même manière qu'un humain le ferait. Hop, et donc après on fait, alors voilà, la rétropropagation des gradients bien sûr, elle s'applique d'abord sur les poids de la dernière couche, puis les poids de l'avant-dernière couche, etc. Et on remonte comme ça en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle la rétropropagation. Et le mot gradient, c'est en fait parce qu'on va exploiter donc le fait que c'est une dérivée. Un gradient, c'est une dérivée, et donc on va essayer d'aller dans le sens de la dérivée qui nous arrange. Alors, je vais couper mon Wi-Fi parce que le Wi-Fi Besides Workshop a l'air de vouloir que je me connecte. Ok. Et donc, on va répéter ça plein de fois sur plein d'exemples d'annotation. Alors, on va dire d'annotation humaine dans ce cas, mais ça peut être aussi de la collecte automatisée. Par exemple, un use case assez typique, ce serait de dire j'ai le dossier d'un candidat à un prêt bancaire. J'aimerais savoir si on lui accorde ce prêt ou pas. Normalement, c'est un banquier ou voilà, quelqu'un qui décide de est-ce qu'on accorde le prêt ou pas en fonction des différents paramètres du dossier. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement réutiliser le dataset des annotations précédentes, donc de ce qui a déjà été décidé par le passé, pour entraîner un réseau de neurones ou un autre modèle de machine learning qui va nous reproduire le plus fidèlement possible les décisions humaines. Voilà, donc cet ajustement de paramètres, donc je vous disais, il va utiliser le gradient, il va utiliser la dérivée des fonctions. Ce qui nous implique une propriété essentielle au réseau de neurones, c'est que ça doit être des fonctions continues et dérivables. Alors, ça vous ramène peut-être un peu en arrière dans vos cours de maths, ou pas tant que ça, ou pas du tout. Une fonction continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de saut d'un coup. Donc si je modifie un tout petit peu mon entrée, je ne vais pas avoir un cut violent. Je ne vais pas avoir un cut où d'un coup je vais passer d'une valeur à l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une variation très rapide de l'un à l'autre, mais elle doit être continue. Et dérivable, c'est un petit peu pareil, ça va être des fonctions où je ne vais pas avoir de pic, des choses comme ça, des discontinuités sur la dérivée. Et ces deux propriétés-là, en fait, dans énormément de cas, on va pouvoir les exploiter. Alors les réseaux de neurones, ils n'ont pas une sortie qui est lisse, qui est jolie comme on le voudrait. Là par exemple, alors ça c'est une vue en 2D de la sortie. Donc entre 0 et 1, vous voyez en rouge, là c'est une sortie à 0. Et en bleu, c'est une sortie à 1 d'un réseau de neurones, alors qu'il y a beaucoup plus d'entrées que ça, mais ils l'ont réduit à 2 entrées ici, dans ce cas précis. Et vous voyez que bah, ce n'est pas une jolie fonction comme on pourrait l'espérer, c'est une fonction qui est très irrégulière. Mais en fait, ça veut potentiellement dire qu'il y a des motifs assez fins que le réseau de neurones va avoir réussi à identifier. Ça traduit une certaine forme de complexité en fait, de la tâche qu'il va reproduire.
je me permets d'attirer votre attention sur ces 2 points ici, par exemple, donc les 2 points que j'ai tagués en rouge. Vous voyez qu'en fait, ils correspondent à 2 entrées qui sont très proches. Alors ici, XY, donc dans le plan horizontal, 2 entrées qui sont finalement très proches, mais vous voyez que la sortie donc sur l'axe vertical, est très nettement différente. Donc, en ayant un tout petit peu, à cet endroit-là, en ayant un tout petit peu modifié l'entrée, on va modifier énormément la valeur qui est retournée en sortie. Alors potentiellement, ça peut être véridique hein, dans ce cas-là. Ça peut aussi vouloir dire que c'est une entrée qui n'a pas vraiment de sens dans le monde réel. Dans le cas de nos couleurs, il n'en existe pas vraiment. On ne peut pas inventer des couleurs RGB qui n'existent pas. Mais voilà, pour des images, ça pourrait être voilà, des images du bruit ou des choses comme ça qui n'ont pas de sens dans le monde réel. Mais il n'empêche que vous voyez qu'on a en fait ces effets un petit peu de pic qui sont très présents. Alors je vous rappelle, ici c'est une coupe en 2D sur un réseau de neurones qui va avoir énormément d'entrées. Un réseau de neurones qui traite des images par exemple, ça peut être des millions d'entrées. Et donc là c'est juste une coupe en 2D. Mais en fait ces pics là ils vont être vraiment omniprésents et quel que soit votre point de départ, vous allez pouvoir en trouver localement. Vous allez pouvoir en trouver au voisinage de n'importe quel point. Ces irrégularités, donc, ça veut dire que une petite perturbation, je me permets d'attirer votre attention sur le mot perturbation, sur une entrée donnée, peut engendrer un très grand changement sur la sortie. Alors bien sûr, cette petite perturbation, il faut qu'on la choisisse intelligemment. Parce que en général, si on ajoute une petite perturbation sur l'entrée, la sortie ne changera quasiment pas. Donc il faut être intelligent avec ça. Il va falloir trouver une perturbation qui est efficace et qui nous permet de changer la sortie de beaucoup. À quoi ça va nous servir? Là, je vous parle depuis tout à l'heure d'entraînement, de machin, des perturbations, des non-linéarités et tout ça. À quoi ça peut nous servir de faire ça? Je vous présente un exemple. Ici, on a une image de panda à gauche et on a une image donc à droite que j'ai appelée image infectée, sur laquelle j'ai modifié chaque pixel de 1 bit. Donc chaque composante RGB, je l'ai modifiée de 1 bit. Les 2 images sont virtuellement identiques à vos yeux. Je ne pense pas que vous puissiez faire la différence. Je crois même qu'il y a une des 2 slides là où les 2 images sont les mêmes. Voilà, si vous voulez tester votre vue. Et donc, ici, ça n'a aucune différence, mais ce bruit, donc ce bruit très très fin que j'ai ajouté, il est calculé de telle sorte que sur un classificateur donné, je me souviens plus ici, c'est peut-être du ResNet 50. Enfin, c'est un réseau de neurones public entraîné sur des datasets publics. Que voilà, ce panda, en fait, le réseau de neurones, il le détecte comme une chaise. Parce qu'en fait, l'output qui correspond à panda, on va s'arranger pour qu'il soit à 0, et l'output qui correspond à chaise soit à 100%. Et donc le score de détection, le score de confiance, va être quasiment à 100% de cette image-là à droite est une chaise. Parce qu'on va avoir exploité en fait exactement ce que je vous montrais là, ce genre de petit pic là. Et donc en fait en trouvant localement la direction de cette perturbation, donc là ici en fait on va injecter énormément de petites perturbations qui toutes ensemble vont nous amener très très fort dans la direction qu'on veut sur l'output. Alors, les pandas c'est cool, c'est joli, voilà. On va péter quelque chose de plus intéressant. Je vous propose de s'intéresser aux véhicules autonomes, voilà, aux systèmes. Alors ça s'appelle des ADAS, donc des systèmes d'assistance et de conduite automatisée. Il y en a différents niveaux, voilà, la voiture autonome, on en entend beaucoup parler, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer, qui passent par des réseaux de neurones derrière. Alors, petit disclaimer, pour des raisons légales, pour des raisons pratiques, je ne vais pas vous faire ça sur une vraie voiture, sur une vraie route ou quoi. Donc on va faire tout ça dans des environnements qui sont simulés. Mais je peux vous assurer que ça marche sur des vrais véhicules. Notamment là, les attaques que je vais vous montrer, elles ont été reproduites sur des systèmes de Tesla en 2016, quelque chose comme ça, sur le système que Tesla achète à un constructeur qui est intégré dans pas mal de bagnoles. Et ça a marché très très bien. Alors, notre objectif, c'est de prendre un panneau stop et de faire en sorte qu'il soit détecté comme un panneau limitation de vitesse 50 km/h. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire une démo sur un vrai panneau stop, parce qu'un panneau stop, c'est genre très volumineux, c'est difficile à se procurer légalement, c'est galère moi j'habite à Paris, donc de le trimballer en TGV. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, désolé.
Alors, donc notre objectif, ça va être de prendre ce panneau stop, de prendre un classificateur connu, parce que bien sûr, une attaque antagoniste, elle va marcher principalement, elle va cibler un réseau en particulier, un réseau de neurones en particulier qui est déjà entraîné et tout ça. Alors même s'il y a de la recherche qui est faite pour faire des attaques antagonistes qui marchent, quel que soit le réseau de neurones, qui marche d'ailleurs plutôt pas mal. Si vous connaissez Glaze, l'outil de protection contre les IA génératives, c'est une attaque antagoniste qui marche sur plein de modèles d'IA générative. Mais voilà, alors, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais d'abord vous le montrer en conditions normales. Donc là, j'ai un classificateur. Alors, là vous allez voir, donc là pour l'instant le score de détection du panneau stop et du panneau 50 sont à 0%. Voilà. Là si je mets mon panneau stop dans le cadre, hop, ici vous voyez, d'un coup il détecte à fond le panneau stop. Pour vous montrer que je triche pas dans l'autre sens. Donc mon objectif à la fin ça va être que en manipulant ce panneau stop d'une manière qui soit peu perceptible pour les humains, un peu comme ce que je vous ai montré avec le panda, que ce panneau là, à la fin on ait le 50 qui soit à fond le plus possible et que le panneau stop soit à 0 le plus possible. Alors, j'ai pas ramené de panneau 50, je suis désolé, j'avais de la place que pour un panneau dans mon sac. Hop, je vous le montre là. Faut bien le centrer. Voilà, donc là le panneau 50 est bien détecté. Je vous montre que c'est pas de la foutaise, hein. Je mets un 70, il le détecte pas. Donc ça c'est pas un modèle que j'ai arraché à une voiture connectée ou quoi, mais c'est des modèles qui sont à l'état de l'art, c'est-à-dire que ça fait partie des modèles les plus performants connus à l'état de la recherche actuelle pour la classification de panneaux. On peut atteindre sur le dataset donc qui s'appelle GTSRB, je sais plus quoi, c'est des panneaux de route allemands. Sur ce dataset là, on peut atteindre une performance de classification de l'ordre de 99%. Moi, mon entraînement, je l'ai fait du coup chez moi, mais sans tricher. Il atteint 98%, donc on peut considérer que c'est bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'on trouve la perturbation qu'on va appliquer à ce panneau? Parce que je ne peux pas aller modifier mes pixels un par un. Je ne peux pas aller dire, ah bah ouais, je vais prendre le pixel qui est là et le modifier de 1 bit. Ça ne marchera pas. Cette perturbation-là, on va la trouver en utilisant le gradient. Alors, le gradient, qu'est-ce que c'est? On va se définir un score. Ici, notre score, ça va être, par exemple, à quel point on arrive à berner le véhicule. Donc, on veut dire, par exemple, le score, ici, ça va être la valeur de détection du panneau 50 moins la valeur de détection du panneau stop dans l'output. Et donc, si on a une très forte valeur de classification de panneau 50 et une très faible valeur de classification de panneau stop, notre score va être très élevé. Et à l'inverse, plus on augmente le score de détection stop et plus on diminue le score de détection 50 et plus notre score va baisser. Et ici, en fait, du coup, on va calculer alors la dérivée partielle du score en fonction de la variation du pixel XY. Donc en gros, ça veut dire, cette notation un petit peu sauvage là, ça nous dit comment est-ce que le score change si j'applique une petite modification à mon pixel, quelle que soit la direction. Et ça, du coup, on peut voir ça un petit peu comme un coefficient de corrélation, c'est-à-dire, je vais dire, ah bah, avec cette image-là d'entrée, modifier un petit peu le bleu en positif va augmenter le score un peu en positif, donc je vais avoir cette espèce de coefficient de corrélation. A l'inverse, sur tel autre pixel, la valeur rouge, si je l'augmente, ça diminue le score, donc je vais avoir une dérivée qui va être négative. Et donc en fait, juste avec ça, on va pouvoir utiliser certaines méthodes. Donc on va avoir deux méthodes principales qui vont être soit on va changer tous les pixels un tout petit peu, donc comme je vous ai montré avec le panda, c'est-à-dire un bit d'écart sur chacune des valeurs, ou alors on va prendre les pixels les plus significatifs, donc ceux qui sont le plus susceptibles de faire varier notre sortie, et on va les changer à fond. C'est-à-dire que ça, vous allez voir, l'image, elle va être majoritairement inchangée, sauf quelques pixels qui vont être, vous allez le voir sur les images d'exemple, qui vont être à des valeurs extrêmes, donc qui vont être très noirs ou très bleus par exemple. Donc ici, voilà, je vous les illustre. Alors, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est des trucs qui existent depuis une dizaine d'années.
FGSM, donc Fast Gradient Side Method, qui va être d'appliquer plein de changements sur plein de pixels. Donc là, vous voyez, sur l'image de gauche, tout a l'air normal, mais en fait, on a modifié, c'est exactement la même technique que le panda. JSMA, c'est quelques pixels qui vont être changés très très fort. Ici, vous les voyez, il y en a deux là, deux pixels noirs. Ici, on a un pixel cyan juste là. Voilà, donc on a là aussi sur ma main, il y a un pixel blanc qui apparaît. Donc là, j'ai changé 10 pixels. Et ces deux valeurs-là, si je les passe en brut à mon réseau de neurones, il va classifier ça comme étant un panneau limite de vitesse à 50 avec une confiance extrême, avec une confiance très très élevée. Donc là, il me dit, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ces perturbations, vous voyez qu'il y en a certaines qui s'appliquent en dehors du cadre, en dehors du panneau. Bon, ça déjà, ça va être un petit peu compliqué à appliquer. Comment je fais une modification de 1 pixel? Comment je m'assure qu'elle est bien visible par la caméra? Ces deux attaques-là que je vous ai montrées, donc FGSM et JSMA, elles sont très sensibles à beaucoup de paramètres. Donc déjà le bruit de la caméra, parce qu'en fait, la webcam que j'utilise là, même si je suis parfaitement statique comme ça, les pixels ils vont bouger de beaucoup plus que 1 bit en eux-mêmes. Et en fait, ça va complètement faire dégringoler la performance de l'attaque. L'angle de l'objet aussi, si je tourne un petit peu l'objet, voilà comment est-ce que la perturbation évolue. L'éclairage, l'arrière-plan, même on l'a vu, ce qui était autour là, qu'on va essayer de perturber. Donc c'est des attaques qui sont pas du tout robustes. Voilà, là ce que je vous montre par exemple, c'est à gauche l'image infectée, donc en brut, le fichier c'est un JPEG ou un PNG que j'ai repassé directement au réseau de neurones. Et à droite, c'est la même image que j'ai juste repris en photo avec mon téléphone sur l'écran. Et vous voyez que là, il revient sur la version de droite, même si c'est exactement la même image, il revoit un panneau stop avec un très très grand score de confiance. Donc ça déjà, c'est raté. On n'a pas cette robustesse-là si on met en place ces deux attaques-là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on se rend robuste? Alors attendez, oui. Et là, qu'est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est du coup même perturbation. Donc vous voyez, là, il y a ce pixel de perturbation-là. Il est recollé exactement au même endroit dans l'image. Ici, celui-là, il se retrouve pas du tout au même endroit. Et donc ça, en fait, pareil, le classificateur voit un panneau stop parfaitement normal, avec juste des petits points, comme en fait vous le voyez avec vos yeux. Donc, pour faire marcher ces attaques-là, il faut deux conditions. Il faut qu'on puisse transmettre au classificateur, donc au réseau de neurones, exactement l'image qu'on a infectée. Quand je dis bit perfect, c'est du coup vraiment exactement bit à bit, que ce soit exactement la même image. Sinon, la performance s'effondre complètement. On a une deuxième condition qui va être d'avoir un accès en boîte blanche au modèle, parce qu'en fait, pour calculer tous ces gradients, donc toutes les propriétés qu'on avait là, il faut avoir un accès aux valeurs exactes de tous les paramètres du modèle, donc les poids et les biais, pour pouvoir calculer ces gradients-là. Et moi, sur ces attaques-là, donc attaques que j'appelle un peu plus réalistes, attaques dans le monde réel, on n'a pas ces deux conditions-là, parce que notre panneau, probablement, on va juste le mettre au bord de la route. On va pas aller injecter directement dans le système de contrôle du véhicule les images. Et l'accès en boîte blanche au modèle, ça peut se faire parce que finalement, c'est un modèle qui run en local. Donc, on peut potentiellement faire fuiter les valeurs, etc. Mais dans la grande majorité des cas, on ne va pas avoir ce niveau d'accès-là. Donc, on va passer plutôt sur un modèle en black box où on n'a accès qu'à la valeur de sortie du modèle. Alors, comment est-ce qu'on améliore cette attaque malgré ces conditions un petit peu dégueu qui apparaissent? Et on va s'imposer quatre conditions pour cette attaque. On veut que la perturbation elle soit appliquée physiquement au panneau. C'est-à-dire que je veux pouvoir modifier ce panneau, donc peut-être en collant des petites gommettes ou en mettant de la peinture ou quoi, de telle sorte que voilà, cette modification soit appliquée physiquement et qu'elle puisse être déposée quelque part sur un bord de route. Je veux qu'elle soit la plus discrète possible, c'est-à-dire qu'un humain qui verrait mon panneau modifié se dise pas oula, il y a un truc bizarre, qu'un humain puisse parfaitement reconnaître que c'est un panneau stop, même s'il a certaines taches de peinture ou quoi. Je veux que ce soit aussi une attaque qui soit robuste dans beaucoup de conditions, parce que ouais, j'ai pas envie que mon attaque elle marche que si le véhicule il arrive à 43 km/h devant le panneau stop, un jour ensoleillé à 11h43. Ça marche pas comme ça. Moi je veux que mon attaque elle marche quel que soit l'angle, quel que soit le background, etc. Que le panneau il soit vraiment
reconnu en tant qu'un panneau speed limit 50 sans qu'il y ait de conditions supplémentaires à son emplacement, etc. Et dernière chose, je veux pas avoir besoin d'accéder au gradient, au poids du modèle. Le seul accès que je m'autorise vis-à-vis de ce modèle, ça va être de pouvoir lui passer l'entrée que je veux et de récupérer juste la valeur de sortie, la valeur de classification, donc les scores de sortie. Ce qui est déjà assez demandant finalement, parce que potentiellement dans votre véhicule connecté, vous n'allez pas avoir tout ça, ça va se produire sous le capot littéralement. Vous n'aurez pas cet accès, mais au moins on peut considérer que via certaines conditions de debug ou quoi, ce soit plus facile à accéder que de récupérer, de dumper complètement les paramètres du modèle. La résistance au bruit, voilà, j'ai découvert, j'ai observé, parce que ça a été déjà découvert par beaucoup d'autres gens avant moi, mais cette résistance au bruit, elle est plus facile à accomplir si on met des perturbations plus grandes. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de un seul pixel, de mettre un seul pixel à un endroit très précis. Je vais pouvoir mettre un patch un petit peu plus grand. Donc là ici un carré sur un panneau qui fait 60 cm par 60, ça fait 3 cm par 3. Donc ça représente 0,3% de la surface du panneau, ce qui est quand même assez tranquille. J'en ai ici d'ailleurs, regardez. Voilà. C'est une petite perturbation, ça. Vous voyez, ça c'est assez innocent. Quand on a un truc comme ça collé sur un panneau stop, il y a beaucoup de vandalisme, entre guillemets, des petits autocollants, des trucs comme ça qui sont collés sur les panneaux de route. Ça choque pas grand monde de voir ce genre de choses. Alors, l'attaque en boîte noire, donc on n'a pas accès au gradient, mais on a quand même accès au score de prédiction. Donc c'est une attaque en boîte noire qui est quand même assez sympa, permissive. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, on va pouvoir tester plein de configurations et garder seulement la meilleure. Donc ici, par exemple, je m'amuse à mettre une perturbation, prendre en photo avec mon téléphone, le repasser dans le réseau de neurones, voir ce que ça donne, tester une autre perturbation, etc. Et voir les scores. Donc là, par exemple, on voit que ce panneau stop là, il a un score de classification, donc un score d'injection qui est de 92%, ce qui est très très bien selon mes standards. Donc potentiellement, ça va être ça notre perturbation idéale. Alors, ça c'est... J'adorerais que ça marche comme ça dans la vie. Malheureusement, c'est pas du tout efficace parce que déjà on doit tester des millions de combinaisons. En vrai, ce 92,1%, je pense qu'il faut avoir énormément de chance pour tomber dessus. Là, c'est des valeurs que j'ai inventées. Donc, on doit tester des millions de combinaisons manuellement. C'est pas reproductible. Enfin, à moins d'embaucher un très très grand nombre de stagiaires, on va avoir du mal à reproduire cette attaque. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans un setup d'attaque qui était virtuel. C'est-à-dire que je me suis pris en photo plein de fois chez moi, avec mon panneau stop, dans plein de conditions. Donc vous voyez, il y a des angles différents, il y a des fois il sort un petit peu du cadre là. Des fois on a un reflet, bah oui, parce que j'étais face à mon ordi, donc on a des reflets qui peuvent aussi arriver dans le monde réel. Donc voilà, je me suis pris en photo une centaine de fois devant mon ordi avec le panneau stop dans plein de conditions différentes, même en changeant l'angle de la caméra. Vous voyez que c'est pas toujours le même background. Bon, idéalement, on l'aurait fait dehors, dans d'autres setups, en le prenant de plus ou moins loin, etc. Mais là, vous allez voir que ça marche déjà pas mal. Ensuite, à ça, une annotation manuelle. Donc ici, repérer en gros les pixels qui marquent les coordonnées principales de la croix, pas de la croix, pardon. Je bosse sur une croix de pharmacie aussi en ce moment, alors j'ai que ça en tête. Le panneau stop. Et donc on peut ensuite mapper donc, des octogones. Ici, juste en ayant les 4 coordonnées, donc j'ai marqué les 4 coordonnées de 4 coins virtuels du panneau, on peut du coup mapper n'importe quelle perturbation à l'identique sur tous nos panneaux à la fois. Et donc ça, c'est des perturbations qui sont virtuelles. Vous voyez que c'est des petits carrés. Ici, là, le carré il est un petit peu en diagonale parce que le panneau il est un peu de travers. Il va toujours correspondre au même endroit. Il n'est jamais au même endroit sur la photo, mais il va être au même endroit sur le panneau stop. Et c'est ça qui m'intéresse. Et avec ça, du coup, on va pouvoir en fait évaluer la même perturbation sur plein de conditions différentes et voir en fait laquelle va se comporter le mieux. Donc je vais prendre par exemple le score moyen et je vais voir quelle est la perturbation, la configuration qui a le meilleur score moyen là-dessus.
Ça élimine pas mal de variables parce qu'en fait, bah, je vais avoir plein de représentations qui vont avoir un bruit différent, qui vont avoir une position du panneau différente, de l'éclairage, des reflets, un arrière-plan qui va être différent. Donc toutes ces variables-là qui pouvaient perturber le score avant, parce que c'est quand même le score, il est assez sensible, hein. Toutes ces variables-là, en fait, on va les éliminer en prenant par exemple la moyenne des scores ou le moins bon score pour essayer de trouver la meilleure perturbation possible. Alors comment est-ce qu'on cherche maintenant une bonne perturbation? On a plusieurs possibilités. On peut brute forcer, donc essayer toutes les combinaisons possibles. Ça, bah, c'est garanti de nous trouver la solution optimale. Là, j'ai calculé, on a je ne sais plus combien de perturbations différentes on a si on compte au pixel près, mais ça prend beaucoup trop longtemps. Alors, on peut être plus malin, on peut faire du Monte Carlo, donc des méthodes statistiques, des méthodes de recherche opérationnelle. On va essayer des perturbations aléatoires et on garde la meilleure. On garde la meilleure. Le souci avec ça, c'est que j'ai remarqué que les bonnes perturbations, c'était assez rare, de l'ordre de 1 sur 1 milliard pour atteindre une performance pas dégueu. Alors, pas dégueu, petite étoile, mettez ce que vous voulez derrière, mais voilà, c'est assez rare. Donc, on a besoin d'avoir beaucoup de chance ou beaucoup de puissance de calcul. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Tout doit run sur mon ordi portable. Troisième étape, ça va être de travailler étape par étape. En fait, au lieu de placer au hasard un patch, donc là, un petit autocollant là, d'en placer 15 sur mon panneau et de voir le score que ça donne, bah ça, je suis à peu près garanti que il y en a parmi les 15 qui vont servir un petit peu à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de brute force qui va tester plein de possibilités pour le premier patch et je vais garder que le meilleur. Donc l'autocollant 1, je vais garder que la meilleure configuration. Autocollant 2, je vais faire la même, je vais en tester plein en gardant le 1 à sa même position et en gardant que le meilleur, etc. etc. Et je vais répéter ça en boucle jusqu'à atteindre cet état-là. Donc là, j'ai choisi de fixer la limite à 10 autocollants. Je pourrais aller à autant qu'on veut, hein. Mais au bout d'un moment, bah ouais, mon panneau il va plus ressembler à grand chose, donc 10 c'était une limite. Vous allez voir aussi pourquoi je l'ai fixé. Une petite étape aussi pour améliorer, ça va être de faire une recherche locale. Donc une fois qu'on a placé un autocollant, on va essayer de faire bouger tous les autres autocollants pour voir ce que ça donne. Pour voir si on arrive à améliorer un petit peu le score là-dessus. Donc c'est un algo, là vous reconnaissez peut-être si vous avez fait du coup de la recherche opérationnelle, ça ressemble un petit peu à des algorithmes génétiques. Donc qui vont aussi avoir cette phase d'optimisation. Donc là par exemple, après avoir ajouté mon 9e autocollant ou je sais pas combien, je vais essayer de bouger tous les autres un petit peu. Hop, comme ça vous voyez. Là je les bouge tous un tout petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Hop, et si ça améliore le score, ou alors j'en bouge juste un à la fois. Si ça améliore le score, alors je le garde. Je garde cette nouvelle configuration là. Et donc on va converger un petit peu vers l'optimum local avant d'essayer d'ajouter l'autocollant suivant. Et ça nous permet encore d'améliorer assez fortement les performances. Voilà, donc la performance de l'attaque en X, là je vous montre donc le nombre d'autocollants. Donc ici, si j'ai 0 autocollant collé sur mon panneau, bah, mon score moyen il est à -1, c'est-à-dire je classifie tout le temps panneau stop. Avec déjà un autocollant, j'arrive à de temps en temps faire en sorte qu'il soit classifié en panneau 50, etc. L'ex-aequo, on va dire, il arrive à 4, dès que j'ai que 4 autocollants bien placés sur ce panneau stop, on va dire qu'il est pile au milieu et il me classifie la moitié du temps panneau 50, la moitié du temps panneau stop. Et donc là, moi, je décide de m'arrêter à 10, qui fait en sorte que, alors c'est pas systématique et vous allez le voir, hein, il va pas toujours détecter un panneau stop, un panneau 50, mais dans la grande majorité des cas, il va voir que c'est un panneau 50, alors qu'on lui présente clairement un panneau stop avec des petits carrés noirs et blancs. Alors, je vais vous faire la démo du coup, pour vous montrer que je ne mens pas. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que je les colle tous. Donc j'en ai 10. Donc en attendant, si vous voulez récupérer les slides, c'est en haut. Si vous récupérez le papier pour avoir un peu plus de détails, c'est en bas, c'est le QR code en bas. Donc c'est un petit papier de 15 pages que j'ai écrit pour expliquer les détails parce que ça va un petit peu plus loin que ça. Donc voilà, je vous dis à dans 30 secondes, le temps que je colle tous mes autocollants aux bons endroits.
Alors je les place pas juste à l'œil, hein. J'ai des petits marqueurs qui sont très difficiles à voir depuis là où vous êtes, mais j'ai des petits marqueurs qui m'indiquent les bons emplacements. Les couleurs ça match, je me suis pas trompé, non je crois que c'est bon. Ok, bon on va pouvoir essayer de le montrer au réseau de neurones. Hop. Hop là. Attention. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Oula, en plus j'ai des reflets assez ouf. Vous voyez quand même que la plupart du temps, bon, on arrive à berner à berner un véhicule comme ça, et donc à lui faire griller un stop complètement. Bien sûr, c'est sur le modèle donné, hein, mais voilà, ça vous donne une petite démo, et ça, le calcul du coup des positions prend une demi-heure sur du hardware très raisonnable, donc un ordi portable, et permet voilà, de faire ce genre d'attaque dans le monde réel. Donc pour revenir un petit peu là-dessus, je crois que je dépasse un peu du temps, donc je vais me dépêcher. Ces quatre conditions qu'on avait sur la perturbation, je pense qu'il y a que celle de la discrétion qui est discutable. On pourrait faire mieux, hein, clairement. On peut faire mieux que ça parce que bah là on voit encore de loin que c'est un panneau stop, mais en s'y penchant de plus près, on peut se douter qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce panneau. Voilà, donc quelques idées d'amélioration. Une conclusion pour finir là-dessus, c'est que tous les réseaux de neurones exhibent les propriétés que je vous ai montrées, donc de différenciabilité et de continuité, ce qui fait qu'en fait, tous les réseaux de neurones sont vulnérables aux attaques antagonistes, et on le voit par exemple avec Glaze qui permet de rendre complètement confus les IA génératives. Tous les réseaux de neurones sont vulnérables à ça. Il n'y a pas de protection fiable existante. Il y a quelques tentatives de protection. On ne sait pas si on en trouvera un jour dans le monde de la recherche. C'est toujours un jeu du chat et de la souris. Donc voilà, méfiez-vous. Et puis bah voilà, si vous avez ce genre de truc en prod, réfléchissez aussi et ajoutez peut-être ça à votre modèle de menace parce que c'est des attaques qui sont très réelles. Voilà, je vous remercie. Alors, on n'a pas de temps pour les questions sur scène, mais je vous attends à la sortie. Et voilà, vous avez mon contact et tout ça aussi.